Voilà, j'ai ce caractère qui fait que je lâche pas. J'ai vraiment du mal à baisser les bras avant la ligne d'arrivée. Et puis c'est pour moi aussi la conception de l'ultra. Tu sais que de toute façon, tu vas passer par ces moments de douleur qu'il va falloir gérer. Je pense que quand t'es passé pas loin comme ça, derrière c'est du bonus en fait. Voilà, j'ai de la chance d'être là. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Cet épisode est sponsorisé par Homeworld, la première marque française de bureaux assis debout. Alors il faut savoir que je passe entre 3 et 5 heures par épisode derrière mon écran. Et du coup, c'était super important pour moi de pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Et je dois dire qu'avec mon bureau Advanced de chez Homeworld, j'ai non seulement un grand plan de travail, mais aussi la possibilité en une pression du doigt de changer de posture avec 4 positions préenregistrées. Et ça aide énormément à lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site, c'est homeworld.com. Alors quel rapport, me direz-vous, avec les thématiques du podcast ? C'est simple, je considère que la détermination et le dépassement de soi, ça ne se retrouve pas que dans les exploits sportifs, mais que c'est plutôt un mindset, un état d'esprit qui se cultive au quotidien à travers chaque chose que l'on fait. Personnellement, j'applique donc autant de discipline et j'investis autant d'efforts à vous préparer des épisodes de qualité avec mes frappés d'invités qu'à préparer une expédition, à m'entraîner à l'époque pour mes premiers championnats de France, à diriger des équipes chez Apple ou encore à planifier mon prochain trail, en l'occurrence 70 km entre Aix et Marseille en avril 2022. Mon objectif avec les frappés, c'est donc de continuer à inspirer de plus en plus de gens en leur faisant découvrir des profils inspirants avec des épisodes qui soient les plus qualitatifs possibles. Et pour ça, j'ai décidé, comme dans tout ce que je fais, de m'équiper des meilleurs outils que j'ai pu trouver. Très clairement, les bureaux Homeworld ont rapidement fait partie de ma liste. Et donc, je suis super content et je voudrais remercier Homeworld et notamment sa cofondatrice Ingrid de m'avoir fait confiance et d'accompagner les frappés dans cette aventure podcastienne. Eh bien, écoute, bienvenue Sissi sur le podcast. Merci beaucoup de m'accueillir, Loïc. Je suis ravi qu'on ait enfin réussi à caler cette date. Donc, merci beaucoup pour ta flexibilité, ta dispo. C'est vrai que ça tombait mal. J'étais en plein déménagement. Toi, tu avais des grosses échéances qui arrivaient. On va parler de ce que tu fais, mais je pense que les gens comprendront vite que tu es quelqu'un d'assez occupé. Donc, c'est chouette qu'on ait réussi enfin à trouver une date. Et merci beaucoup pour ça. Écoute, non, avec grand plaisir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que ça va et comment se passe la convalescence ? Écoute, en ce moment même, il fait plus de 30 degrés à La Réunion, donc on arrive dans l'été. Donc une convalescence sous les tropiques, ça ne peut que aller bien. Non, j'ai de la chance d'être ici. C'est vrai que, comme tous, quand on est hyperactif, se retrouver plus ou moins à l'arrêt, sachant que je suis pas complètement à l'arrêt, c'est pas évident, mais c'est vrai que on est maintenant à plus de 17 jours de la course, donc ça a pas mal évolué. Je recommence à pouvoir reprendre une activité. Tu vois, j'ai repris tranquillement avec un peu de home trainer. J'ai pu aller nager avec un pool boy pour pas trop bouger les jambes. Donc, je suis pas malheureuse. Disons que si j'avais été immobilisée complètement, ça aurait été autre chose. Mais là, c'est vrai que le fait de pouvoir, ne serait-ce que pour la tête, reprendre une activité, puis même pour le corps, hein, je pense que c'est indispensable. Nos corps sont habitués à être constamment en mouvement et de passer de tout à rien comme ça d'un coup, c'est compliqué. Donc, ça va. Je commence à voir que ça évolue dans le bon sens.
Et puis, Bon, super. c'est aussi bon pour le moral. Oui, j'imagine. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas Sissi Cusso, je te laisserai te présenter après, nous expliquer ce que tu fais, mais en très bref par rapport à pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question, c'est que tu as récemment, j'allais dire participé, ouais, t'as fait les grands titres sur une épreuve de trail mythique qui est la Diagonale des Fous, donc qui se déroule à La Réunion, là où tu vis depuis quelques années maintenant, hein. Non, depuis Depuis un juste an, un début an, d'année, depuis janvier, début février d'année. même. Ok. Ouais, début d'année. Et donc, voilà, bah, tu étais favorite sur cette course et à mi-épreuve à peu près, À à 80 mi km de la fin. exactement, ouais, exactement à Ouais. mi-course au 80e kilomètre, à peu près 75-80. Ouais, j'ai Mi-course, fait tu as fait une chute et tu t'es fait une fracture du péroné. Et tu as fini malgré ça avec un chrono et une place loin d'être dégueu, si on peut dire ça, vu les circonstances. Donc, bah, peut-être est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé et ouais. comment tu as géré ça? Ouais, alors, effectivement, c'est vrai que, bon, je chute souvent, donc je m'attendais à faire quelques petites chutes et je m'étais préparée psychologiquement. Je savais que je ne pourrais pas, terminer cette course, sans un seul bobo, mais c'est vrai que, ouais, je m'attendais pas à autant de souffrance. En fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que j'étais très bien en début de course, jusqu'à peu près Plaine des Merles, hein, qui est à peu près 75, je crois 75-80 kilomètres. Où là, effectivement, j'ai fait une grosse chute. Alors, j'en avais fait d'autres petites avant, mais pas sans gravité. C'est vrai que sur ce genre de course, c'est compliqué de. Alors, il y en a qui me disent, je fais pas de chute. Franchement, chapeau, parce que moi, faire une course sur un terrain de jeu comme ça et pas chuter, j'en suis pas capable. Donc, j'en avais fait des petites avant, mais sans gravité. Mais là, c'est vrai que j'ai vraiment lourdement chuté. En fait, comme j'avais une main encore un peu fragile, puisque je m'étais fracturé le quatrième métacarpien il y a un mois, tout juste en Corse, j'avais la main encore un Avec tout une petit autre peu chute? avec une autre chute. Donc, j'ai pris le départ en me disant il faut vraiment que je protège ma main et que je fasse attention, même si j'étais vraiment tout à fait en mesure de courir, parce que c'était plus ou moins consolidé et voilà, j'avais plus les douleurs que j'avais auparavant. Mais c'est vrai que du coup, en chutant à Plaine des Mers, j'ai voulu protéger ma main et ce qui fait que je suis tombée sur tout mon corps de l'autre côté à droite. Donc, bah, j'avais très mal partout, mais surtout aux côtes. En fait, c'est vrai que la jambe, au départ, ne me faisait pas très mal. C'est surtout les côtes. J'ai tapé très, très fort sur les côtes à droite. Il s'avère que j'ai aussi une fracture de la côte, mais ça, je l'ai su il y a peu de temps. Sur le coup, j'étais plutôt Wow. perturbée par ça et tu vois, par tous le genou, voilà, les petites douleurs que j'avais à côté. J'avais tapé aussi la hanche. Mais la jambe, à ce moment-là, ne me faisait pas plus mal que ça. Donc, si tu veux, quand je suis arrivée au ravitaillement d'après, j'ai mis du froid, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour essayer de repartir en me disant, bon, c'est sur le. Quand tu tombes comme ça, tu te dis toujours, c'est un choc, ça va repartir, c'est pas grand-chose. Enfin, tu t'arrêtes pas à la première chute parce que, enfin, c'est pas le but d'un ultra non plus. Au premier bobo, tu serres un peu les dents pour commencer. Donc, quand je suis repartie, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est des hématomes, c'est des petits bobos, ça va passer. Sauf que plus j'avançais, plus la douleur était intense, plus je me rendais compte que voilà, c'était pas juste un petit coup et que j'avais dû vraiment me faire vraiment mal, quoi. Après, quand tu commences à rentrer dans ma fat, abandonner à ma fat, je sais pas si tu connais la Réunion et comment sont les cirques, mais abandonner dans le cirque de ma fat, tu peux pas. À part faire venir un hélicoptère, Ouais. c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vrai qu'est arrivé à peu près le centième kilomètre au niveau de Roche-Ancrée. La douleur était vraiment devenue insupportable au point de me demander ce qui serait pas plus raisonnable que j'abandonne maintenant parce que j'arrivais plus du tout à courir, les descentes étaient devenues hyper compliquées, enfin, limite, tu sais, j'ai été obligée de me mettre en travers pour descendre parce que la pose du pied me faisait vraiment très très mal au niveau du tibia. Donc à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'avais, hein. Il y avait plusieurs hypothèses, peut-être périostite, peut-être le choc qui m'avait fait mal, peut-être fracture de fatigue. Enfin, tu vois, j'avais tout en tête. Dans ma tête, ça faisait un petit peu des nœuds en me disant, bon, t'as quelque chose, mais tu sais pas ce que c'est. Et en même temps, je me disais, si ça se trouve, c'est pas très méchant, donc tu vas pas faire venir un hélico, peut-être que c'est qu'une petite tendinite. Après, tu sais, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de bâton, donc les releveurs au niveau de l'avant du pied sont très sollicités.
Ouais. Donc voilà, forcément, quand tu es dans cette situation un peu la tête dans le guidon, à être focalisé sur l'arrivée, te dire j'avance coûte que coûte, voilà, les douleurs elles sont normales. Tu sais plus, je pense, au bout d'un moment en ultra, ce qui est douleur normale et ce qui est douleur anormale. Parce que de toute façon, c'est impossible de faire un ultra 160 km sans avoir une seule douleur. Et c'est vrai que bon, moi j'ai tendance à être un peu dure au mal et à préférer serrer les dents. L'abandon, j'ai beaucoup de mal avec l'abandon et c'est vrai que pour moi, tant que je peux mettre un pied devant l'autre et continuer à avancer, je me dis, eh ben, tu continues à avancer, tant pis, tu vas moins vite, mais tu vas aller au bout. Donc voilà, il s'est quand même posé la question à Roche-Ancré, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux continuer? J'ai contacté mon assistance pour leur en parler parce que j'en avais pas encore parlé auparavant. Et puis voilà, je leur dis, voilà, je suis vraiment là en souffrance d'une intensité telle que je me demande si je vais pouvoir continuer, quoi. Sauf qu'à Roche-Ancré, de toute façon, pour sortir de là, tu es obligé de te faire quand même tout le sentier Cayenne pour revenir à Debras. Debras, tu es encore un peu dans la cuvette. Il faut reprendre. Enfin, il faut quand même refaire pas mal de kilomètres pour sortir de ma fête. Donc, je me suis dit, ensuite, après, j'ai aussi reçu des messages de soutien de gens qui me sont proches et qui m'ont aussi fait relativiser. Et je me suis dit, tu peux pas abandonner maintenant, c'est pas possible, il faut que tu continues. De toute façon, dans tous les cas, il faut que tu avances, tu sors de ma fat. Et puis après, tu sais comme c'est, tu avances d'étape en étape. Tu sors, Hmm. quand je suis sortie de ma fat, j'étais au kilomètre, donc deux bras, c'est 120e kilomètre. Ma fat, c'est quasiment 125 quand tu es en haut de Dodane. 125, tu dis il m'en reste plus beaucoup. Il en reste quand même pas mal, hein. Au niveau temps de course, ça fait beaucoup. Mais si tu veux, j'étais déjà sortie, enfin abandonner pour moi, c'était déjà plus dans ma tête et je m'étais dit, t'as fait autant de kilomètres comme ça, t'as réussi à serrer les dents. Certes, la douleur était vraiment d'une forte intensité, mais voilà, ne sachant pas ce que j'avais vraiment en tête de tant pis pour le résultat, parce que c'est vrai que là, j'étais sortie du classement, je me faisais doubler par pas mal de monde et je savais que j'étais plus du tout en mesure Enfin, en tout cas, moi, je ne pensais pas être en mesure de pouvoir même pas jouer un top 5 à ce moment-là, même si je connaissais pas trop les écarts. Donc voilà, je me suis mis en mode automatique, en essayant de gérer comme je pouvais cette douleur et puis voilà, finalement, la tête a pris le relais. Et c'est là qu'on se rend compte que on est quand même incroyablement solide dans la tête. Et on se rend compte que voilà, la tête, à un moment donné, peut faire avancer le corps. Alors bien sûr, je précise que je n'avais pas la jambe coupée en deux, que je n'avais pas, que je n'avais pas une fracture ouverte, que j'avais. Ce sont des suppositions hein, qu'on a fait aussi avec les médecins qui m'ont examiné et qui m'ont suivi. Euh, Probablement en tombant, il y a dû y avoir une petite fissure à laquelle j'ai pas trop prêté attention au départ parce que j'avais mal ailleurs et probablement avec les chocs qui se sont accumulés. En plus, la diagonale des fous, je sais pas si tu connais le parcours, mais tu fais beaucoup de sauts, donc il y a beaucoup Ouais. d'impact avec le fait qu'on n'ait pas les bâtons, qu'il y ait beaucoup d'escaliers, tu vois, tu retombes assez violemment. Et je pense que voilà, l'accumulation des chocs ont fait que la fissure probablement est devenue plus importante et s'est D'accord. transformée en petite fracture. C'est pour ça que donc effectivement j'ai passé une radio dès l'arrivée de la course parce que je j'arrivais plus du tout à marcher. Donc j'étais obligée de prendre des béquilles et la radio a montré qu'il y avait une petite fracture. Mais c'est pas la fracture que tu as quand tu as un accident de voiture ou quand tu... Voilà, je précise parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de médiatisation autour de ça et beaucoup de journalistes qui n'ont pas pris le temps de m'appeler pour avoir justement, tu vois, les explications. Et je pense voilà, il y a des gens, j'ai l'impression, qui ont cru que j'avais vraiment la grosse fracture et que j'ai continué Ouais. malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai eu quelques réactions un peu démesurées, inconscience, déraisonnables, etc. Sauf que voilà, c'est pas. Et je me suis pas fait moi-même comment dire, un bandage pour tenir les deux os, pour qu'ils Ouais, tiennent. Non, ouais. ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Mais malgré tout, c'est vrai que la fin de course a été douloureuse, que il a fallu
voilà, j'ai ce caractère qui fait que je lâche pas. Vraiment du mal à baisser les bras avant la ligne d'arrivée. Et puis c'est pour moi aussi la conception de l'ultra. Tu sais que de toute façon, tu vas passer par ces moments de douleur qu'il va falloir gérer. Alors, c'est pas, il y a plusieurs types de douleurs. Il y a la douleur que tu as parce que tu vas au bout de toi-même au niveau fatigue. Il y a la douleur parce que tu as une blessure. Il y a la douleur musculaire parce que à un moment donné, le corps est fatigué. Alors, tu vois, je pense qu'il faut faire le tri un peu dans tous ces typologies de douleurs qui se mélangent un petit peu aussi quand tu es rendu à plus de 100 km de course et puis des heures et des heures aussi passées sur les sentiers. Mais de toute façon, tu sais, quand tu prends le départ d'une course de 160 km, surtout cette course à La Réunion, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la Diagonale des Fous, Ouais. tu sais qu'à un moment donné, tu vas serrer les dents. Voilà. Alors moi, j'ai serré les dents pour d'autres raisons. Mais écoute, j'ai aucun regret aujourd'hui. On est à plus de 2 semaines et puis je vois que le corps est quand même une belle machine qui se répare quand on lui laisse le temps. Et j'y pensais aussi, tu vois, quand j'ai continué, je savais que derrière, j'allais en payer les conséquences. Je savais que le risque de continuer n'était pas vital, que j'allais pas en mourir. Je savais que derrière, il y aurait des conséquences de blessures, etc., et qu'il faudrait du temps, mais je savais aussi que le corps allait se réparer et qu'en soi, c'était pas si grave que ça. Et que voilà, j'avais envie quand même d'aller au bout parce que pour moi, ça en valait la peine. Ouais, c'était une décision mesurée. Puis bon, faut quand même. C'est vrai qu'on là, on a parlé de cet événement très spécifique, mais quand on regarde ton parcours en général, bon bah, on comprend très vite qu'en termes d'ultra distance et d'efforts dans la durée, de gestion de blessures, tu as carrément l'expérience. Donc voilà, on se doute bien que quand tu prends cette décision dans ma fat de dire bon bah finalement, je vois que ça tient, j'ai pas la jambe pliée en deux comme tu dis, Ouais. bah voilà, on se doute bien que tu prends cette décision, j'allais dire en toute connaissance de cause. Pas vraiment parce que tu sais pas exactement ce que tu as, mais en tout cas, c'est une décision qui est mesurée. Tout à fait, tout à fait. C'est pas, je te cache pas, c'est pas la première fois que je fais une course dans des conditions de souffrance parce que je suis blessée. C'est arrivé notamment au championnat du monde à Annecy en 2015. Tu vois, j'avais eu l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France cette année-là. Et en fait, j'avais une fissure du tendon fibulaire. Le tendon fibulaire, c'est un petit tendon qui stabilise les chevilles. J'avais une petite fissure sur le tendon. C'est pareil, je ne savais pas sur le moment de la course, mais j'ai souffert de la même manière. Donc, je sais que je suis capable de serrer les dents et d'aller au bout. Après, il y a un côté très frustrant parce que effectivement, tu sais que tu n'es pas au max de tes capacités et qu'il y a un problème mécanique qui fait que même si physiquement tu es en mesure d'aller plus vite et que ben, tu peux pas parce qu'à un moment donné, Ouais, quand il n'est pas pleinement en bonne santé à ce moment-là, voilà, tu vois, j'ai essayé de me dire peut-être que c'est l'hématome ça va passer, mon corps va s'habituer, etc. Mais je voyais bien que ça allait en s'empirant. Mais écoute, non, aucun regret, aucun regret. Et puis encore une fois, ça fait partie de cette discipline voilà, de se dire, il y a des risques, il y a une prise de risque. C'est des parcours qui sont aussi exigeants, qui sont avec des endroits où tu sais que voilà, si tu as un manque de vigilance, tu peux chuter. Moi, ce que je redoutais le plus, c'était la chute beaucoup plus grave. Je sais qu'il y a parfois des accidents graves, donc tu vois, moi, je perds jamais à l'esprit que il peut y avoir des choses bien plus graves sur ce genre de parcours. Quand tu vois qu'on passe parfois à côté d'endroits où tu as le vide, c'est à ces moments-là à ce moment-là, je pense, oui, bah, faites justement le plus vigilant possible. Et ouais, puis, quand tu te dis que tu t'en sors entre guillemets qu'avec une blessure qui va se soigner, bah, finalement, c'est pas si grave. c'est clair, c'est clair. Et alors justement sur tu le disais en rigolant, mais c'est quelque chose que le fait que tu chutes souvent. Et en fait, la question que j'ai, c'est est-ce que tu chutes souvent ou est-ce que tu es peut-être la seule traileuse qui en parle aussi ouvertement? Parce que c'est vrai que souvent, bon, je te suis sur Instagram depuis un moment et tu mets des stories voilà, où on voit les petites chutes, tu vois, ou des compilations, boum, tu trébuches. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire que c'est ta touche, la touche ici, ou je sais pas, tu penses à autre chose ou tu es en train de chantonner, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive du fait des terrains hyper techniques sur lesquels tu cours, quelque chose qui arrive en fait à tout le monde, sauf que bah, on n'en parle pas généralement.
Alors je pense qu'effectivement, c'est un sport qui fait on peut être amené à faire des petites chutes. Après, je me suis posé la question: «Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que je fais un focus dessus?» Donc tu vois, j'ai posé des questions, pas plus tard qu'hier soir, tu vois? J'étais avec des amis trailers: «Mais vous comment vous faites pour pas tomber?» Et ils m'ont dit: «Non, mais nous, on n'est pas tombés de la course». Je fais: «Comment c'est possible de faire une diac sans tomber une seule fois?» Donc je pense que, tu as 2 typologies de coureurs. Oui, tu as les coureurs qui tombent rarement, même sur des portions techniques, alors il y a peut-être aussi ceux qui prennent un peu de moins de risques. Tu as aussi, tu vois, ils pour rigoler, ils me disaient: «Oui, mais en même temps, on n'a pas les mêmes allures, c'est vrai que quand tu vas un peu moins vite, tu fais peut-être un peu plus attention et puis Ouais. voilà, tu es peut-être un peu moins amené à tomber». Mais je pense que alors il y a plusieurs choses. Oui, je suis un peu tête en l'air. Heu voilà, je sais que tu vois, quand j'étais jeune à l'école, j'avais vite, les pensées qui divaguaient et parfois j'étais pas très attentive. J'ai eu des accidents de voiture, parce que conduire des heures, au bout d'un moment, j'ai les pensées qui commencent à je le sais, tu vois? J'ai à un moment donné, c'est mon caractère qui est un peu comme ça, donc peut-être qu'effectivement, quand je suis sur les sentiers, il y a un moment donné où je relâche un peu la vigilance. Et puis, il y a aussi le fait, je pense, ma foulée est assez particulière, peut-être un peu trop rasante. Et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je travaille un peu ça aussi, peut-être un peu plus lever les pieds. Et puis très souvent, quand je tombe, c'est sur des portions un peu assez finalement un peu moins techniques. Parce que forcément, quand le terrain se prête un peu plus à la course, ben, on relâche un peu la vigilance et puis tu vois, on allonge un peu la foulée et on fait un peu moins attention. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Ça fait que j'ai pas mal de cicatrices sur les jambes. Mais aujourd'hui, j'en rigole parce qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer. Et puis, c'est pas des choses très graves, même si sur le coup, tu peux te faire des grosses frayeurs. Après, parfois, je vois en course des chutes ça me fait plus peur des fois de voir les gens, la prise de risque qu'ils peuvent prendre. Que moi quand je tombe. Mais Ouais. voilà, après, c'est sûr qu'on fait un sport, on sait que ça peut arriver. Mais tu sais, dans les descentes très, très engagées, moi, je suis pas du genre à prendre des risques, hein. Je préfère perdre du temps, même en compétition, hein. Je préfère perdre du temps et faire attention plutôt que je vois des fois certains coureurs. Je suis admirative de certains coureurs qui descendent comme des cabris dans des endroits. Je me dis, mais comment ils font, quoi? Quand tu vois Ouais. certains chronos, ouais, ça, j'en suis pas capable. Mais je te dis, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, bien souvent, je tombe là où tu dis, mais en fait, pourquoi je tombe ici, en Pourquoi fait? là, quoi? Voilà, il y a aucune difficulté. Mais Ouais. ouais, justement, je pense, en parlant avec d'autres, c'est vrai que c'est bien souvent là où tu relâches. Tu relâches et puis Ouais. tu accélères un peu et puis voilà, quoi, tu fais moins attention. Et alors tu parlais du fait que à un moment donné, le fait de serrer les dents justement fait partie intégrante de l'ultra. Euh, c'est vrai que quand je vois, bon bah là il y a eu, t'as quand même enchaîné deux blessures, il y a eu la main, là il y a eu la fracture sur la diag, mais il y en a eu d'autres avant. Tu nous parlais de 2015. Qu'est-ce qui fait que bah, tu arrives à garder cette flamme et cette énergie hyper positive? Moi, j'encourage tout le monde à te suivre sur Instagram. Tes stories, à chaque fois, c'est des boosts d'énergie. Tu as tout le temps le smile, tu es tout le temps en train de rire. Bon, là, moi, j'ai la chance, je te vois, il y a la vidéo, mais les gens ne verront pas. Mais tu as le smile depuis le début. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder cette patate au fil des ans et en dépit, tu vois, des galères bah, qu'on peut pas, par définition, qu'on peut pas forcément toujours prévoir? Bah, tu sais, je relativise beaucoup. C'est des petites galères, finalement. Il y a bien pire dans la vie quand tu penses à Ouais. des maladies, quand tu penses voilà, moi, je côtoie des gens qui sont amputés, qui arrivent à garder cette joie de vivre avec une jambe en moins. Voilà, j'ai des connaissances qui sont passées par des cancers très graves, ou qui ont perdu des proches qui ont des cancers très graves. Donc, tu vois, il suffit vraiment d'ouvrir les yeux autour de toi et de te dire oh, je suis pas malheureuse, quoi. Donc, voilà. Et puis, je dis toujours, des fois, je croise des gens dans la rue euh, qui ont l'air tristes et tu sais, tu te dis, ben, tu leur renvoies un sourire et tu reçois un sourire. Et moi, de recevoir un sourire, juste ça,
ça me rend de bonne humeur. Alors je me dis, si toi tu donnes un sourire à quelqu'un, peut-être que l'effet va être le même, comme un effet miroir en fait. Donc, Ouais, euh, donc voilà, c'est un cercle vertueux. Quand t'es positif avec les gens sont positifs avec toi. Et puis voilà, c'est ma personnalité. J'ai toujours été plutôt d'un naturel, plutôt joyeuse et positive. Et voilà, il suffit, comme je te disais, il suffit de regarder autour de soi. J'ai aussi, tu sais, eu un petit déclic quand j'ai eu 19 ans. Je t'en parlais tout à l'heure, j'ai eu un accident de voiture grave. Honnêtement, je sais pas comment aujourd'hui je suis encore de ce monde parce que j'ai eu ce jour-là vraiment une bonne étoile. J'ai eu une chance monstrueuse de m'en sortir. Et je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu réalises qu'on est rien hein, sur cette terre et que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et je pense que quand t'es passé pas loin comme ça, tu te dis derrière c'est du bonus en fait. Tout ce que je vis là, voilà, j'ai de la chance d'être là. Et je pense que quelque part c'est dommage de passer près de la mort pour réaliser ça. Mais toutes les personnes qui sont passées par ce genre d'épreuve, je pense, vivent les choses un peu différemment par la suite. c'est clair. Que ce soit toi qui le vives ou quelqu'un de proche. Voilà, ça te fait aussi un peu voir les choses différemment. Et puis, on a la chance de faire un beau sport. Tu vois, je m'en suis rendu compte encore sur la Diagonale des Fous. Ce partage entre les gens, les coureurs, le partage avec les spectateurs, tu vois, c'est fort en fait. Et moi, quand on m'encourage sur les sentiers, j'ai juste envie de leur renvoyer un grand sourire pour les remercier. Et c'est naturel, je me force jamais à le faire parce qu'aussi, ça me fait du bien en fait, parce que tu vois les gens qui te remercient aussi de la même façon en te renvoyant aussi un sourire. Et c'est chouette. Et tu dirais que c'est ça qui fait que tu continues de prendre le départ de courses, qu'elles soient hyper réputées, j'allais dire mythiques, mais tu fais. J'ai l'impression d'ailleurs que tu n'as pas forcément de spécialité, tu fais pas que du très long ou du très technique, parce qu'il me semble que tu étais à l'Eco Trail à Paris, hein, Ouais, c'est ça, en juillet, ouais. en juillet. Donc c'est quoi ouais, qu'est-ce qui fait que tu continues de prendre le départ de ce type de course? C'est ce partage avec les spectateurs, qui au final est assez sur un parcours comme la Diag. Bon, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je sais pas s'il y a des spectateurs tout le long. Donc, mais est-ce que c'est Ouais. pour ces petits moments de partage que tu as l'occasion d'avoir sur le parcours? Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui fait que ça continue? Alors comme tu le disais, c'est vrai que moi j'aime bien varier les distances, j'aime bien varier les typologies de courses. Je prends du plaisir simplement quand je cours. Alors c'est pour ça que tu me fais courir sur le bitume, sur le sentier. C'est sûr qu'aujourd'hui j'ai fait ce choix de courir en nature parce que c'est ce qui me plaît le plus. Mais à la base, c'est vrai que ce que j'aime, c'est l'effort et l'effort dans le sport et dans ce sport qui est la course à pied. Donc, voilà, je me régale autant sur du 30 km, du 50, du 80, du 100, de l'ultra. Après, c'est vrai que je pense que je vais être un peu plus, comment dire, mes distances de prédilection, là où je vais un peu mieux m'exprimer par rapport à mes prédispositions, ce sera plus le long parce que je suis pas du tout rapide. Tu me mets sur un 10, sur un 10 km. Alors bon, je sais pas quelle est la définition de pas rapide. En tout cas, à mon sens, à mon sens, je m'estime pas super rapide. Mais j'aime ça. Mais c'est vrai que, tu vois, je me sens limitée dans mes capacités de progression, en tout cas sur des courses de 10 ou de semi-marathon. Après, c'est vrai que je me prépare plus spécifiquement pour ce genre de distance. Mais tu vois, j'adore les crosses, par exemple. Les crosses, les distances courtes, Wallonie, où voilà, t'as le goût du sang dans la bouche et t'as le lactique dans les bras. J'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas là où je vais être la plus performante. Mais c'est des choses que j'adore aussi. Donc, ouais, les Trail de Paris, c'est un 80 km roulant qui est urbain pour le coup. Que j'aime beaucoup. La Saint-Élion, une course que j'affectionne aussi énormément. Ouais. Voilà, après, c'est vrai que tu vois, avec les ultras, c'est une type d'épreuve vers lequel je m'oriente plus maintenant. J'ai trouvé dans l'ultra autre chose, c'est-à-dire que on est dans une gestion beaucoup plus avec
plein de paramètres, autre chose que purement la capacité intrinsèque en fait. Et ce qui fait que tu peux jamais à l'avance faire de pronostics, tu vois, sur qui va gagner. Et tout peut, tu vois, la course, elle peut basculer jusqu'à l'arrivée. Tout peut se passer en fait. Et ça, j'adore. Tu vois, rien écrit à l'avance. Tu peux très bien partir 10e. Et puis gagner la course. On a vu Ludo Pomeré sur l'année où il a gagné l'UTMB. À un moment de la course, il devait être, je sais pas, 30 ou 40e. Et au final, il gagne la course. T'imagines le scénario. Et moi, c'est vrai que j'adore ce côté pas écrit à l'avance. Et surtout le fait que à l'arrivée, c'est pas forcément celui qui est le plus fort et le plus rapide. Parce qu'il y a d'autres composantes qui rentrent en ligne de compte, la gestion du sommeil, la gestion de l'alimentation, la gestion de l'effort sur la durée. Parce que celui qui passe premier au 30e kilomètre, bien souvent, c'est pas celui qui gagne à l'arrivée. Parce que il faut gérer son effort sur 20, 30 heures d'effort. Et tu vois, c'est tout ça que j'aime. Et puis après, tu as aussi la gestion de l'équipement. Si tu prends un coup de froid et que tu prends pas le temps de te couvrir et que tu te retrouves à 3000 et après tu as mal au ventre, tu es obligé de t'arrêter, tu n'arrives plus à t'alimenter. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, je trouve qu'ils sont assez chouettes et qui font qu'on est dans une course assez ludique parce qu'on n'est pas là à courir, c'est pas péjoratif, mais à courir bêtement et à penser que à son Ouais. chrono et à un départ, une arrivée. Il faut penser à plein d'autres choses. S'hydrater, manger, s'habiller, ralentir parce que tu te dis, attention, là, je vais trop vite, je suis en train de me mettre dans le rouge. Et puis, bah, lever les pieds pour pas tomber. Et ça, c'est c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore. Mais c'est vrai que dans l'ultra, tu vois, tu as tous des choses qui peuvent aussi, bien sûr, valoir sur du 70-80 km. Mais Ouais. c'est vrai que sur du très long, il se passe aussi beaucoup de choses dans la tête de chacun. C'est un voyage intérieur, hein, quelque part. Tu passes par tous les états, ton corps te surprend constamment. Tu passes du pire comme le meilleur. Tu vis des émotions que tu vis, que tu ressens nulle part ailleurs. Enfin, il y a des moments où tu es euphorique, il y a des moments où tu as envie de pleurer. Voilà, enfin, souvent on me demande à quoi tu penses quand tu cours pendant 34 heures. Ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'à la fois, parfois, tu penses à plein de trucs. Tu fais du tri dans ta tête, tu prévois des choses. Tu as presque envie d'avoir un bloc-notes pour prendre des notes parce que tu penses à plein de trucs. Et à la fois, eh ben, parfois, tu penses à rien du tout. Et, euh, et quand tu te refais la course, tu te dis non, mais attends, là, il y a un trou, t'as un trou dans ta course parce qu'à ce moment-là, je pense que voilà, tu étais juste concentré sur tes appuis, sur ta foulée, c'est comme une petite déconnexion en fait. Ouais. Et c'est vrai que 34 heures, ça peut paraître long. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, hein, dire tu vas courir pendant 34 heures, 2 nuits blanches. Mais quand tu es dedans, ça passe très vite. Franchement, hein. Quand tu es dedans, sauf si vraiment t'es pas bien, comme les 80 derniers kilomètres que j'ai fait à la Diac, c'est pas passé vite du tout. Mais c'est vrai qu'en temps normal, parfois, tu sais, je suis des amis sur Lifetrail, je suis le petit point, et puis tu te dis que toi, dans ta vie de tous les jours, tu as le temps de faire un petit déj, enfin une nuit, un petit déj, le repas du midi, ta journée, le soir, tu te recouches, tu te dis, mais il est encore en train de courir. Tu te refais une nuit, tu te réveilles le matin, tu te dis, il est encore en train de courir. Et c'est là que tu te rends compte, tout ce que tu fais dans une journée, pendant que ces gens-là qui font des ultras, comme moi j'ai fait à la Diag, euh, sont encore en train de courir. Donc quand tu vois ça de l'extérieur, ça peut paraître complètement dingue, mais je t'assure que quand tu es dedans, c'est pas du tout la même vision des choses. C'est super intéressant que tu parles de la notion de temps parce que bah justement, j'allais te poser la question. Moi, j'ai pas encore eu le courage de m'aligner sur des ultra, mais j'ai fait une Saint-Élion. La plupart des gens m'avaient dit, ah bah tu verras, c'est une course, ce sera long, donc tu auras le temps de faire de l'introspection, ce sera un super moment. Et en fait, une fois que j'ai eu passé l'arrivée, donc j'ai mis un peu plus de 9 heures.
Ouais, bon voilà, donc là, ça c'est Bah, pas rapide. bravo, c'est bien. Non. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que à l'arrivée, j'ai pas eu le sentiment, tu vois, d'avoir vécu un truc fou, de m'être retrouvé avec moi-même. Mm. Et c'était il y a quelques années. Et souvent, je me pose la question quand j'écoute des podcasts d'ultra trailer où je lis des récits de femmes comme toi qui font vraiment du très très long. Je me pose la question si c'est dû à la distance, enfin distance durée. Est-ce que c'était entre guillemets trop court, ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être le facteur, le fait de pas avoir été isolé, parce que forcément, moi je courais un peu, enfin j'avais tout le temps du monde autour de moi, tu vois, Ouais, j'étais jamais vraiment seul. ouais. Donc je sais pas toi quelle est ton expérience. Est-ce que cet état que tu décris, tu vois, d'introspection, de pensée qui divague, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves à partir d'une certaine distance durée, ou alors il faut que tu sois seul, ou pas forcément, c'est quand tu mets tes baskets et boum. Alors, je pense qu'il y a une question de typologie de course. Parce que moi, par Ok, exemple, tu vois là, Saint-Élion, comme tu le décris, moi, je l'ai couru, j'ai dû la faire sept fois, cette course. Et j'ai jamais ressenti la même chose que sur un ultra en montagne. Donc, je pense qu'il y a, en ok, fait, déjà, c'est une course de nuit. Donc, c'est pas pareil. ouais, T'as pas la c'est vision. vrai, ouais, Et tu sais ouais, que quand tu as les yeux et l'évasion et des paysages avec des lignes d'horizon, tu as un côté ces paysages, ça fait un peu rêver. Je pense que tu vois, tu as les pensées qui divaguent beaucoup plus de jour et dans ce type de paysage montagneux que de nuit où là, tu es beaucoup plus concentré sur tes appuis. La Saint-Élion, c'est une course, t'as pas. Voilà, j'entends dire, elle est belle, cette course. Elle est pas belle, on court de nuit. Donc, ouais, c'est clair. on peut pas vraiment dire qu'elle est belle au niveau des paysages. La faire de jour peut-être, mais elle a ceci de particulier que t'es seul avec avec entre guillemets ta souffrance quand tu souffres. À un moment donné, c'est sûr que sur 80 km, tu as quelques douleurs normales de courbature, mais mais tu dois quand même toujours être hyper concentré parce que c'est de Hmm. nuit, parce que voilà. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas, c'est pas forcément tant au niveau de la durée de la course. Je pense que c'est plus par rapport au type de course. Ok, Quand tu sais quand tu fais des ultras ou tu fais des ascensions qui durent 2 heures, parce que la diagonale des fous, parfois tu as des montées qui sont tellement raides et tellement longues que bien sûr tu cours pas dans toutes les montées, c'est pas possible. Donc tu es en mode marche dynamique. Tu as beaucoup plus le temps, ton cerveau il a beaucoup plus le temps de réfléchir, parce que tu es moins, voilà, t'es moins concentré sur tes appuis, sur ce genre d'effort quand tu es en montée. Donc je pense que ça te le fera plus voilà, si tu es sur ce type d'ultra montagneux où tu vas faire des ascensions de 1 heure et demie, 2 heures. Euh, et tu vois, ça me le fait beaucoup plus en montée qu'en descente. Parce qu'en descente, encore une fois, ton cerveau, il est t'es plus focus, concentré ouais, sur, ouais, voilà, ouais. sur une vigilance. Et tu divagues moins t'es moins rêveur, et ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà. Et après, c'est vrai que c'est aussi quand tu es sur des allures un peu plus réduites, quand tu es un peu plus dans le rouge, parce que du coup, le fait d'utiliser tes pensées euh, t'aide pour positiver. Et je pense que quand tu es amené aussi à te focaliser sur des choses positives, c'est que tu en as besoin parce que ton corps, il en a besoin pour aller chercher l'énergie et les ressources pour continuer à avancer. Et c'est vrai que, voilà, je pense que quand tu es un peu dans le dur, c'est là où tu vas te retrouver un peu plus avec toi-même, où tu vas essayer d'aller chercher du positif, des choses qui nous appartiennent à chacun. Hein. C'est vrai qu'on est tous un peu différents. Quand on est dans le mal, on a tous nos petites méthodes et nos ressources pour essayer d'aller mieux. Mais c'est vrai voilà, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à ces moments difficiles parce qu'en ultra, il y a toujours un moment donné où la roue tourne. Et oui, bah, tu passes du pire au mieux et il faut juste voilà, patienter, serrer les dents et essayer de trouver ces petites ressources pour que la roue tourne. Cool. Bon, bah, du coup, je sais ce qu'il me reste à faire, trouver un ultra montagne Ouais. pour essayer de vivre ce genre de Bah, sensation. viens à La Réunion, viens faire Ouais. petite mascarène. Faudrait que j'ai une étape intermédiaire avant, mais est-ce que tu connais d'ailleurs Nahuel Passera? Oui, mais Ça te parle? j'ai Ouais. vu que tu as fait un podcast avec lui.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et justement, parce que quand tu parlais d'ultra montagne, tout de suite, ça m'a fait penser à lui. Je sais pas si tu as déjà pu échanger avec lui ou lire certaines de ses interviews, mais lui, pour le coup, il se définit pas comme ultra trailer, il se définit comme ultra de montagne. Tu vois, Ah il fait ouais. pas de l'ultra trail, il fait de l'ultra montagne. Donc pour lui, le Tour des Géants, visiblement, c'est trop plat. Tu vois. D'accord, d'accord. Donc Ouais. voilà, mais ça, le dernier parcours, je crois qu'il a conçu, qui s'appelle la Pika Pika, c'est 105 km pour 15 000 mètres de dénivelé peut-être, quelque chose comme Ah ça. Donc ouais. tu vois, du D'accord. vraiment, vraiment gros dénivelé. Donc Impressionnant. voilà, ça me fait penser à ça. Mmh mh. Bref, Ouais, après, tu parlais tout à l'heure, tu sais, des courses à ambiance, et cetera. ouais, Moi, je connaissais pas la Diagonale des Fous, j'avais jamais couru cette course. J'en avais beaucoup entendu parler et effectivement, je t'assure que quand tu as un public en furie comme il y a ici, ça te porte, mais d'une force. J'en profite pour encore une fois remercier tous les Réunionnais et puis tous ceux qui étaient là sur le bord de la course. C'est vraiment à vivre une fois. Tu sais, on me l'avait beaucoup dit, tu verras, c'est une ambiance comme nulle part ailleurs. Le plus impressionnant, c'est le départ à Saint-Pierre, qui est, ouais, j'ai vu les vidéos, c'est fou. c'est dingue. Non, mais vraiment, pendant 6-7 kilomètres, les gens sont à fond. Et je suis certaine que dans ces gens, il n'y a pas que des coureurs, il y a des gens qui viennent nous supporter parce qu'ils sont admiratifs, parce que voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi que les femmes, pour les femmes très coureuses, sont aussi très solidaires. Tu vois, il y a énormément de soutien des femmes pour les femmes. Et c'est hyper touchant. Et c'est sûr que quand tu fais une course comme ça avec un public qui te porte et une course où tu vas avoir personne, vis pas du tout les choses de la même manière. Ouais, Alors, tu choisis pas forcément tes courses en fonction de ça, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que quand tu vis une course comme la Diagonale des Fous, tu as envie d'y revenir pour regoûter à ça, quoi. T'as envie de revivre ce truc qui est incroyable, vraiment incroyable. C'est vraiment chouette de pouvoir de l'avoir vécu une fois. Je suis contente. Et pour ça aussi, je suis contente d'être allée au bout parce que ça aurait été dommage de pas aussi vivre l'arrivée à la Redoute, tu vois, cette dernière descente et les speakers que tu entends quand tu es en train de démarrer la descente et quand tu penses que tu as des proches qui t'attendent en bas. C'est euh, c'est assez magique. ouais, on le voit quand on parle en tout cas, hein. Tu as des étoiles Ouais. dans les yeux. Ça fait envie. Et tu as réussi du coup à garder ton rythme au départ ou parce que si 7 km avec une foule des deux côtés en folie, ça doit pas être évident de rester entre guillemets de garder les pieds sur terre quoi. Tu vois, Ouais, est-ce que tu ouais. t'es pas un peu enflammé, parti trop fort Alors, on est tous partis vite. Alors, il y a aussi le fait que, tu sais, il y avait des vagues cette année. Et moi, je suis partie dans la première vague. Donc, j'étais vraiment juste devant. Bah, il y avait Benoît Girondel à côté de moi. Et j'avais vraiment peur de me faire piétiner. On se rend pas compte, mais derrière, ça pousse, ça pousse. Les coureurs, ils ont tellement des fourmis dans les jambes que ça part très vite. Et quand tu pars devant, si tu gardes pas un rythme rapide, tu risques quand même de te faire un peu marcher dessus. Donc, je m'étais mise un peu la pression en me disant garde un rythme pour pas tomber au départ. Et puis, en fait, je t'avoue qu'à ce moment-là, tu te poses pas la question, tu profites en fait. Tu te dis bon, Ouais, c'est tous ces trois. Alors oui, on les a fait vite les 3 premiers kilomètres, mais c'est pas ça qui te c'est pas met dans le déterminant, rouge. ouais. Non, non, Ouais. non. J'ai vite ralenti d'ailleurs. Tu vois, je passe troisième au premier ravito. Il y avait déjà deux féminines qui étaient passées devant. Là, pour le coup, on a fait un petit bout de course ensemble. Et moi, je me suis dit, je les ai laissés partir en me disant, attention, c'est pas maintenant qu'il faut se mettre dans le rouge. Et Émilie, qui a gagné après la course, m'a dit, je suis partie beaucoup trop vite. Je l'ai regretté parce que je l'ai redoublé dans la nuit. Je suis passée en tête au niveau du volcan jusqu'à Marla, tu vois, j'étais en tête. Et quand elle m'a redoublé, je lui ai dit ça va mieux. Elle m'a dit ouais, ouais, je me suis refait la cerise, j'étais pas bien, je suis partie trop vite. Donc oui, l'euphorie fait que de toute façon, tu as envie de profiter. Tu dis, je m'en fiche, je savoure, ça va être 3-4 kilomètres. Et puis après, une fois que tu arrives dans les champs de Cannes, là, ça se calme un peu, il y a un peu moins de monde.
et puis tu te remets dans ton rythme. Et puis de toute façon, quand les premières bosses et les dénivelés arrivent, là, de toute façon, tu es obligé de ralentir un petit peu. Donc, mais au début, tu as envie de profiter. Et je pense que tout le monde est un peu dans le même état d'esprit, quoi. Tu tapes dans les mains de tout Hmm. le monde, tu fais des sourires à tout le monde. C'est rigolo. Génial, Mm. génial. Quand on parle, cette diagonale, c'est un super mix, j'ai l'impression, à la fois d'éléments hyper positifs, tu vois, le public au départ, les émotions à l'arrivée, le plaisir de courir dans des paysages complètement fous, hein, même si Ouais. j'y suis jamais allé, c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, et quand on voit les photos, les vidéos, la diag, ça a l'air d'être complètement incroyable. Mm. Et à côté de ça, l'autre partie du mix, bah, la douleur, dans ton cas, la blessure. Et c'est un petit peu le fil rouge, j'ai l'impression, depuis le début de cette conversation, quand tu nous parles de l'ultra, il y a à la fois cette notion plaisir, douleur, ou en tout cas plaisir, obstacle. Est-ce que tu dirais que du coup, cette dernière diag, ou en tout cas la première pour toi, mais cette dernière édition, c'est la plus représentative des ultras que tu as pu faire à ce jour, du fait justement de ce mélange? Alors ça a été différent dans le sens où les douleurs étaient dues à une blessure. Mais je prends par exemple l'exemple de l'UTMB que j'ai vécu en 2019. Il a été très 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 douloureux aussi. Tu pourras visionner le film où tu me verras dans le dur, mais vraiment dans le dur, dans la montée du Grand Col Ferré. Je suis limite lucide, tu vois, tellement je suis pas bien dans la montée. Et j'ai jamais trop réussi à retrouver des sensations, des bonnes sensations sur la fin de course. Donc, elle est représentative dans le sens où, de toute façon, tu sais que tu pourras pas terminer un ultra sans douleur. Après, comme je disais tout à l'heure, tu as différents types de douleurs. Tu as celles qui sont normales, parce que tu as mal aux jambes. Tu as celles qui sont dues à des petits bobos, comme des ampoules, comme un genou qui tiraille, comme voilà, des choses comme ça. Tu as celles qui sont dues à une fatigue parce que tu as sommeil, parce que tu t'es mal alimenté, parce que tu t'es pas bien hydraté, parce que tu n'es pas assez préparé aussi. Et du coup, ton corps est en train de subir et qu'il y a plus de contraintes que ce que toi, tu es capable d'encaisser. Et puis, il y a ce que là, moi, j'ai vécu malheureusement sur cette diag, et ce qui est frustrant parce que le reste allait très bien. Tu vois, je suis arrivée à Sillaos super fraîche, super lucide, en forme. J'avais passé la nuit, tout était bien, pas de douleur de ventre. C'est la première fois que je fais un ultra de 34 heures sans mettre une seule fois ma veste. J'ai fait Ah toute oui. la course en manche courte. J'ai pas eu froid du tout. Alors que j'appréhendais beaucoup le froid. Voilà, enfin, tout allait bien, mais voilà, il y a eu cette souffrance de blessure. Donc voilà, ouais, j'en viens à me dire que c'est hyper rare, je pense, de faire une course aussi longue sans passer par cet état de douleur que tu dois être amené à gérer. Maintenant, voilà, elle est plus ou moins importante, elle est plus ou moins intense, elle est plus ou moins grave, tu arrives plus ou moins à la gérer. Mais j'ai vécu voilà, des courses douloureuses, mais c'est vrai que celle-ci, elle était... je pense que, tu vois, en arrivant, la première chose que j'ai dit à mon assistant, c'est j'ai encore poussé le curseur de l'acceptation de la douleur encore un cran au-dessus de ce que Waouh. j'avais encore jamais fait, tu vois. Euh, mais après, Ah oui. tu sais pas, hein, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu sais pas où ça peut s'arrêter. La seule chose que tu te dis, c'est bah, ça s'arrête quand je vais aller à l'hôpital, quoi. Là, au moment où ton corps, il dit complètement stop. Bien sûr, je ne souhaite à personne de pousser la machine jusque-là, et puis c'est pas du tout l'exemple que je veux donner. À ce moment-là, j'étais pas du tout en train de me dire tu vas aller à l'hôpital parce que c'était une douleur de blessure et c'était pas voilà, j'allais pas m'évanouir, j'étais pas en train de faire une hypo, j'étais pas mais tu vois, quand même, tu te dis, mais jusqu'où, en fait, on est capable d'aller et de serrer les dents. Et en même temps, tu sais aussi qu'on n'est pas tous fait pareil. On n'a pas tous la même capacité d'accepter la douleur. Voilà, il faut juste se respecter les uns les autres et comprendre que certains auraient peut-être mis le clignotant
avant, parce que accepter d'avoir mal aussi longtemps, il y en a qui n'aiment pas ça et ça, je le conçois tout à fait. Enfin, moi, c'est moi qui suis conçue comme ça et c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à repousser encore un peu le seuil de la douleur et puis j'ai ce caractère un peu entêté, qui fait que je vais jusqu'au bout des choses et il faut pas voir là-dedans de l'ego ou quoi que ce soit parce que justement, je l'ai lu à certains endroits. Pour moi, l'ego, c'est justement de mettre le clignotant parce qu'on n'est plus capable de rentrer dans la course. Justement, il faut mettre son ego de côté Ouais. dans ces moments-là et se dire eh ben, c'est pas grave, mon objectif, c'est change. Je suis plus dans une course, je ne suis plus dans une performance de place, mais je reste dans une performance personnelle qui est ce que je me suis fixé, c'est-à-dire franchir la ligne d'arrivée. Et après, on a tous nos raisons d'avoir envie d'aller jusqu'au bout ou pas, hein. Moi, j'avais mes raisons d'avoir envie d'aller au bout parce que c'était un accomplissement de pas mal de choses personnelles, voilà, des mois ici passés sur l'île, du partage d'entraînement avec des copains, des raisons aussi de changement de vie qui ont fait que voilà, j'avais besoin d'aller au bout de ce défi. Et puis en plus, cette année, je courais aussi pour une petite fille qui est passée par une maladie grave. J'avais son nom sur mon sac avec son dossard. Et voilà, c'était important pour moi d'aller aussi au bout pour ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est passé aussi par beaucoup de souffrance. Mais là, comme je disais aussi beaucoup et comme je l'entends, la souffrance, tu te dis toujours qu'elle est temporaire, alors que abandonner, c'est un truc qui te suit toute ta vie. Donc maintenant, avec du recul, je me dis, t'aurais abandonné, là, tu t'en voudrais complètement. Et tu te serais dit, mais pourquoi le corps aujourd'hui s'est réparé, il va bien. Donc, et ces questions, je me les ai su poser quand je me suis arrêtée à Roche-en-Cré. Je me suis arrêtée peut-être une demi-heure quand je me suis dit, mais tu peux plus là, c'est pas possible, je souffrais trop, j'avançais plus, je me suis arrêtée, j'ai mis les jambes la rivière. Et puis, ouais, j'ai dû m'arrêter 20 minutes. Et dans ces moments-là, tu te poses ces questions. Avant de rentrer au dossard, il faut se poser toutes les questions parce que des fois, tu prends des décisions un peu trop hâtives et une fois que c'est fait, tu peux pas faire marche arrière. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai croisé quelques coureurs qui parfois regrettaient d'avoir pris cette décision. Donc, surtout, enfin, si c'est un conseil que je peux donner, c'est dans ces cas-là, posez-vous les bonnes questions. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger. Il faut se dire qu'on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie. Il faut se demander est-ce que c'est vital, est-ce que je prends des risques pour ma santé ou pas. Et si c'est pas le cas, est-ce que je suis capable de serrer les dents et d'aller jusqu'au bout, tout en sachant que derrière, il y aura des conséquences. Mais voilà, je pense que c'est important de se poser ces questions pour soi-même. C'est un super message. Si, c'est vraiment, c'est étonnant parce que depuis le début de la conversation, il y a plusieurs moments où tu m'as fait penser en fait à d'autres invités que j'ai déjà eus. Alors certains dans le trail, mais en fait la plupart dans un univers qui a absolument rien à voir. C'est des anciens des forces spéciales D'accord. qui disaient quasiment mot pour mot ce que tu as dit plusieurs fois sur le mental, le physique, le fait que le physique peut avoir ses limites, le mental en a moins, ou en tout cas elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mm. Et sur le fait de. Je crois même que c'est un des. Alors, pas un adage, mais c'est quelque chose qu'on leur rabâche assez souvent, notamment au commando marine pendant leur stage de sélection, le fait d'abandonner. Que tu abandonnes, que la période douloureuse, en tout cas les souffrances sont temporaires, l'abandon il est à vie. Donc Exactement. c'est assez marrant de voir, tu vois, peut-être que tu aurais fait une bonne commando, qui sait. Ouais. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que euh, bah, c'est pas évident cette notion d'abandon parce que j'en ai aussi pas mal, enfin pour en avoir discuté dans un autre univers, dans l'univers du judo, où tu peux aussi, je sais pas si tu es familière, mais tu peux aussi, l'abandon existe. C'est-à-dire que si tu te retrouves étranglé ou qu'on te fait une clé de bras, tu peux, voilà, il y a un moment donné où tu peux abandonner. La même chose si tu es blessé, tu peux décider d'abandonner un combat. Et comme j'en faisais à haut niveau, forcément, c'est un sujet qui à un moment donné arrive sur la table. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on gère ça. Et moi, le conseil que j'avais trouvé juste génial, c'est que quelle que soit la situation, c'est nous sur le tapis qui sommes maîtres de la décision. Mm.
Mais ça veut dire aussi que c'est à nous d'en endosser l'entière responsabilité, tu vois, et d'être Tout à fait. complètement OK avec ça. Et je Mm. trouve que c'est juste génial ce que tu dis parce que oui, quelle que soit la décision que tu prends, il y aura toujours des gens qui retrouveront des choses à dire. D'ailleurs, je serais surpris que ces gens-là, ce soient les mêmes que tu as croisés sur les sentiers de la Diag. C'est peut-être pas les mêmes, à mon avis. Mais je trouve que c'est important le message que tu renvoies. L'idée, c'est pas de dire si vous avez mal, continuez à avancer. Mais c'est bien de dire voilà, prenez une décision en toute connaissance de cause, une décision qui soit mesurée Tout à fait. par rapport à vous, pas par rapport à un Mm. chrono, à l'image que ça va renvoyer ou autre. Ça, on s'en fout un peu. Tout à C'est fait. plus par rapport à soi. Exactement, exactement. Et puis on se connaît, on est les seuls à se connaître bien et tu vois, des fois, tu peux écouter les conseils des gens, tu peux, et puis c'est important aussi, tu vois, de prendre les avis des autres. Mais nous seuls, c'est nous qui gérons notre corps, c'est nous qui ressentons les choses. Et voilà. Moi, j'arrive à concevoir qu'à un moment donné, tu dis, je suis allée au bout, là, c'est bon, je peux plus, je peux pas faire plus, j'arrête là. Mais voilà, il faut aussi accepter que des fois, on peut se dire, je peux continuer. Euh, et, euh, et on en est tous capables. Et c'est vrai que c'est facile de mettre le clignotant, d'abréger ses souffrances et de dire, voilà, j'arrête. Pour moi, c'est la facilité, voilà. Et j'aime pas les choses trop faciles. Après, j'aime bien quand même quand les courses, ça se passe bien, sans accroc, et que tu te dis, ah, j'ai fait la course parfaite, j'ai pris le départ, je suis allée jusqu'à l'arrivée, j'ai pas eu de problème. Mais sur du très long, c'est quand même super rare. Mais Hmm. écoutez, il faut y croire, on s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour justement vivre ces moments beaux d'euphorie où tu dis, ah, tout va bien, je vole, j'ai la foulée légère. Mais c'est aussi pour vivre ça qu'on s'entraîne dur. On s'entraîne pas dur pour vivre des moments de souffrance. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que ça peut arriver et qu'on est aussi capable de les gérer. Et la tête, c'est le gérer. C'est ça qui est beau. Yes, génial. Excellent. Eh bien, écoute, peut-être pour finir là-dessus, comme je pense que c'est assez clair pour tout le monde, tu as un paquet d'années d'expérience derrière toi dans la gestion de ce qui va bien en course, mais aussi de ce qui se passe moins bien. Quel conseil est-ce que tu donnes à la Sissi de l'année prochaine qui va reprendre le départ de la Diag? Bon, je fais plein de suppositions, mais j'imagine que ça va être le cas. Bah oui, oui, c'est sûr, je serai au départ. J'ai trop de frustration là et du coup, j'ai pas, tu vois, les 80 kilomètres où j'ai beaucoup souffert, j'ai pas pris assez de plaisir à mon goût. Donc, en plus, ma fat, je m'étais dit, j'attendais vraiment avec impatience ce passage parce que j'adore et je m'étais dit, tu vas te régaler, ça va être génial. Le sentier des Anglais, j'adore et j'ai rien savouré parce que j'étais vraiment focus sur ma jambe tellement j'avais mal. Donc, bien sûr que si tout va bien, après, il reste un an, donc d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, c'est dans les projets de l'année prochaine. Bah, je vais continuer à travailler pour pas tomber déjà. Je vais essayer de réfléchir à ma foulée. Peut-être qu'il y a des choses à modifier, je sais pas. Voilà, réfléchir à essayer de modifier un peu et puis être un peu plus vigilante peut-être. Puis peut-être qu'en même temps, je suis faite comme ça. Et puis, il faut peut-être que j'apprenne à bien tomber et que j'apprenne à bien tomber aussi. Parce que du coup, je me suis rendu compte que maintenant, j'arrivais aussi bien à me rattraper. Parce qu'il y a le fait de tomber, il y a aussi bien tomber. Donc, Oui, c'est clair. voilà. Et après, non, je pense que je changerai pas grand-chose au niveau préparation parce que je pense que j'ai fait les choses à peu près comme il fallait. Et après, en même temps, tu sais jamais si t'en as fait trop, si t'en as pas fait assez. Mais j'ai eu quand même la chance d'être sur place pour me préparer. Ça, c'est un avantage incroyable de pouvoir s'entraîner dans la chaleur. Du coup, j'ai pas du tout subi la chaleur. J'étais bien. Je pense que pour ça, c'est un avantage. Euh, Après, voilà, moi, j'ai juste envie de faire une course pleine en me disant, t'avais toutes tes capacités, t'as pas de regrets à avoir. C'est ce que j'aurais aimé. C'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe cette année, franchir la ligne en me disant, ben, même si j'avais été à la même place, hein, ou même cinquième, ou même dixième, mais me dire, bah voilà, t'as fait ce résultat, mais en fait, t'as pas de regret à avoir, t'as fait une course pleine, t'as fait ce que t'as pu, t'as fait ton maximum, et puis tu t'es préparé en conséquence, donc t'aurais pas pu faire mieux.
Bon, là, malheureusement, je peux pas dire ça parce que pour moi, j'ai été amoindrie à cause de cette jambe. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est me dire, franchir la ligne en me disant, ben, tu as fait ce que tu as pu au niveau préparation, tu es arrivé en forme et puis tu t'es pas fait gros bobo. Donc ton résultat, c'est celui que tu fais quand tu es au max. Donc pas de regrets et voilà. C'est ce que j'espère. Et puis du coup, j'espère aller au Maïdo quand même parce qu'on n'a pas eu de Maïdo. Et depuis tant qu'on me parle du Maïdo, il va falloir que j'aille la faire, cette montée quand même. Génial. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On arrive au bout. Un immense merci pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Je suis Avec grand sûr qu'il y aura plaisir. plein de tips, plein d'enseignements que les gens pourront retirer de ce bon moment de partage. Et écoute, je te dis à l'année prochaine pour le débrief de la Diag en mode course complète, course pleine. Allez, ça marche. On fait ça. Rendez-vous Merci, l'année Sissi. prochaine. Merci beaucoup Bonne à toi. convalescence. Merci. À Salut. bientôt.